Dans notre film « La falsification de l'histoire écrite », nous avons parlé de la falsification historique globale en prenant l'exemple de la contrefaçon des anciens textes sources et des œuvres de littérature. Mais la contrefaçon flagrante ne se limitait pas aux seuls documents écrits. De nombreux autres objets contrefaits de la culture matérielle ont été inclus soit par erreur, soit intentionnellement dans le patrimoine mondial de l'humanité, tels que des tableaux, des sculptures, des faux objets de culte et des artefacts soi-disant antiques. Certains de ces objets ont été stylisés à l'ancienne expressément, d'autres ont été mal datés. Mais dans les deux cas, ils empêchent de former une idée juste sur l'histoire de l'humanité à la majorité d'entre nous. Les plus gros musées du monde comptent des centaines de milliers d'objets exposés. Les historiens et les archéologues attribuent une part importante de ces objets soit au début de notre ère, soit à l'époque d'avant Jésus-Christ. La majorité des visiteurs des musées écoutent avec confiance les guides, ne faisant pas attention que souvent leurs discours contredisent non seulement les faits historiques, mais même la logique élémentaire. Et si nous étudions à nouveau quelques objets historiques bien connus? Des centaines de sculptures des grands personnages du passé sont parvenues jusqu'à nos jours. Pratiquement toujours, leur réalisation est d'un haut niveau artistique. C'est du magnifique marbre, une belle technique de sculpture, une belle qualité d'expression. De plus, dans la majorité des cas, les sculptures se sont bien conservées. En les regardant, on ne peut pas s'empêcher de remarquer qu'elles sont toutes faites dans un style très semblable. Quoique, les historiens les attribuent à des époques différentes. Voici Socrate, voici Zeus, et ici c'est Alexandre le Grand, Caligula, Charlemagne. Également, plusieurs sculptures représentent des personnages avec des visages bien rasés et soignés. Par exemple, les sculptures de César et de Néron. Mais ils ont vécu dans l'Antiquité, soi-disant au IVe, 5e siècle d'avant notre ère. Avec quoi se rasait-il la barbe? Le fer et l'acier sont apparus seulement au Moyen Âge. Utiliser à cet effet des outils en bronze s'avère difficile, pour ne pas dire impossible. Mais les historiens n'en sont nullement confus. Ils continuent à affirmer que Néron et César ont vécu avant notre ère. Il serait curieux de savoir comment les historiens ont pu identifier les sculptures et les bustes et connaître l'époque de leur fabrication, car généralement les bustes ne comportent ni les noms ni les dates. Malheureusement, trop souvent, on doit constater que la majorité des datations ne sont absolument pas fondées. Souvent, les historiens simplement devinent qui est représenté par telle ou telle sculpture. Prenons l'exemple du célèbre camée médaille que l'on appelle le Grand Camée de France. Ce n'est pas n'importe quel camée, mais une célèbre œuvre d'art soi-disant antique. Aujourd'hui, on nous dit qu'au centre du camée, on peut voir Tibère et Livie. L'homme en armure de chef de guerre, ce serait Germanicus. À ses côtés, il y a sa mère Antonia. Dans le registre supérieur, représentant l'Olympe, on voit l'empereur Auguste. Probablement pour cette raison, avant, ce camée dit antique s'appelait l'apothéose d'Auguste.
Mais le kame ne comporte aucune écriture. Comment les spécialistes ont pu identifier les personnages représentés ici? Peut-être ont-ils comparé la ressemblance de portraits des personnes sur le kame avec des images des personnages historiques concrets. Ils ont comparé les contours du visage, la coiffure, la forme des yeux. Mais d'où ont-ils sorti leurs portraits authentiques? Car on sait qu'aucun portrait réalisé au cours d'une vie des gouvernants antiques ne s'est conservé jusqu'à nos jours. On ne peut pas exclure que dans quelque temps, les historiens diront avec autorité que sur ce kame est représenté non pas Tibère, mais disons Constantin le Grand. Leur imagination n'a pas de limite. Si dans la version historique de Scaliger on ne connaît pas l'origine même de telles œuvres comme le Grand Kame de France, peut-être les historiens feraient mieux d'avouer que de nombreuses taches blanches persistent encore dans l'histoire, au lieu de prétendre être des grandes autorités en la matière. Un autre fait curieux attire notre attention. Toutes les sculptures dites antiques sont réalisées avec une profonde connaissance de l'anatomie du corps humain. Mais les hommes ont pu acquérir ces connaissances seulement à l'époque du développement intensif de la médecine. De l'histoire de l'anatomie, on sait que la première représentation assez réaliste et détaillée du corps humain est apparue en 1534. C'était le travail d'un chirurgien, André Vézal, la structure du corps humain. Les auteurs plus anciens connaissaient plus ou moins bien la structure du squelette humain. En revanche, leurs idées au sujet de la disposition des muscles étaient encore approximatives. C'était dû aux interdits religieux. Il était interdit de fabriquer de squelettes et d'ouvrir les corps des morts. L'utilisation des cadavres pour les études de l'anatomie du corps humain est devenue possible seulement à partir du XVIe siècle. Ce sont les anatomistes de l'époque de la Renaissance qui ont obtenu ce droit. Ils ont même été autorisés à faire des autopsies en public. Pour cela, on a construit les premiers théâtres anatomiques. On croit qu'à la source de ce mouvement, il y avait Léonard de Vinci. Dans un premier temps, il s'est intéressé à l'anatomie en tant que peintre, mais par la suite, il s'est passionné pour l'anatomie en tant que scientifique et a été un des premiers à pratiquer des autopsies afin d'étudier le corps humain. On croit que c'est le travail de Léonard qui a eu beaucoup d'influence sur André Vézal. Ainsi, c'est seulement au XVIe siècle que les peintres et les sculpteurs ont eu la possibilité d'étudier l'anatomie des muscles, et seulement après avoir compris la disposition des muscles sous la peau, ils ont commencé à représenter le corps humain de façon vraiment réaliste. Il n'est pas alors étonnant que sur les images du XIe, XVe siècle, on représentait les hommes sans dessiner la musculature, soit assez schématiquement. Et maintenant, regardons les sculptures dites antiques. Voici la statue du discobole, qui aurait été créée au Ve siècle avant notre ère. Avec quels ailes et art, l'antique sculpteur a transmis les moindres détails du corps humain. Il est évident qu'il connaissait déjà parfaitement bien la disposition des muscles. Un autre exemple, le célèbre sarcophage de marbre du Sidon, le dit sarcophage d'Alexandre le Grand. Les historiens affirment que cette œuvre a été réalisée à la fin du IVe siècle avant notre ère. Les côtés longitudinaux du sarcophage sont décorés de reliefs représentant la bataille des troupes d'Alexandre le Grand avec les Perses. Cette grande composition est faite de personnages en plein mouvement et transmet d'une façon très convaincante le point culminant de la bataille. Les figures sur le sarcophage se sont très bien conservées. Sont perdus quelques détails réalisés en métal et des parties des armes des guerriers. Ici aussi, nous pouvons voir que la réalisation des figures est fidèle à l'anatomie humaine.
En regardant ces sculptures, involontairement surgit une question. Si même au XVe siècle, les peintres ne connaissaient pas la disposition de la musculature, comment pouvait-on le savoir à une époque plus ancienne? Peut-être l'Antiquité était une période de l'essor non seulement des arts mais aussi de la médecine. Voilà pourquoi les sculpteurs antiques pouvaient facilement étudier la structure du corps humain. Dans ce cas, pourquoi ces savoirs ont été perdus plus tard? Il est fort probable que toutes ces œuvres dites antiques ont été réalisées non pas avant notre ère, mais à l'époque de la Réforme protestante, lorsqu'on a commencé à implanter la version historique de Scaliger. Les sculptures ont été fabriquées dans quelques ateliers européens peu nombreux. À cette époque, on a commencé à éditer de nouveaux manuels d'histoire qu'il fallait doter d'aides visuelles concernant la belle Antiquité. Ça paraît compliqué seulement aux premiers abords, car les sculptures antiques réellement remarquables ne sont pas nombreuses. Il était tout à fait réalisable de les fabriquer toutes en quelques dizaines d'années. À l'époque de la Renaissance, il y avait des sculpteurs qui se spécialisaient dans ce genre de faux. L'un d'eux a même mérité le nom Antico, ou l'antique. Même le grand Michel-Ange est devenu célèbre grâce à un faux. Le jeune Michel-Ange, que personne ne connaissait encore, a fabriqué une statuette de Cupidon. Un certain Baldassare del Milanese a proposé de la revendre en tant qu'une authentique œuvre antique. L'affaire a marché. La statuette est devenue célèbre. Le faux a été rapidement découvert, mais Michel-Ange est arrivé à Rome en tant que sculpteur déjà célèbre, soi-disant capable de rivaliser avec des maîtres antiques. C'est suite à cela que le jeune sculpteur a décroché ses premières grosses commandes. En 1864, un collectionneur d'antiquités, Don Olivo, a emmené de Florence un superbe buste du poète Girolamo Benivieni. Ce buste a été vendu aux enchères pour une fortune et s'est retrouvé au Louvre. Mais en 1867, on a appris que le buste était l'œuvre du sculpteur Giovanni Bastianini. Un scandale énorme a éclaté. C'étaient des professionnels qui s'indignaient le plus. Au résultat, le buste a déménagé dans le musée des arts décoratifs. Un sculpteur, Yuri Rokumovsky, a été l'auteur de toute une série d'antiques ou de faux chefs-d'œuvre dits antiques. C'est la dite tiare de Saïta Farnèse qui lui a valu la gloire mondiale et qu'il a vendu au Louvre en 1895 en tant qu'un chef-d'œuvre authentique grec daté du IIIe siècle d'avant notre ère. Pour ce faux, les Français ont payé à Rokumovsky 200 000 francs. Quand on a révélé que les figurines sur la tiare ont été copiées des dessins dans l'Atlas de l'histoire de la culture, Rokumovsky a confirmé sa paternité. Mais on ne l'a pas cru. À ce moment, il a montré sa série d'antiquités. Après ce scandale, la direction du Louvre a ordonné de mettre la tiare dans la salle des arts modernes appliqués. Malheureusement, ce n'était pas le seul faux acheté par le Louvre. En 1939, l'administration du Louvre a fait l'acquisition d'un soi-disant ancien chef-d'œuvre site d'une corne à boire, ou riton. Il faut remarquer qu'en 1908, le musée historique à Moscou en avait acheté un identique. Ces deux œuvres sont sorties de l'atelier des frères Goman, à Ochakov. Ils étaient à la tête d'une firme qui fabriquait ce genre de faux sur commande des orfèvres. Parmi les clients de la firme, il y avait des musées de Russie, d'Allemagne, de France, d'Angleterre, de Grèce, d'Italie. Ils avaient développé un réseau de prête-noms. Par exemple, une certaine paysanne en Utah du village Perutino s'est présentée plusieurs fois dans des musées en proposant de vendre des antiquités. Elle rapportait en détail et de façon convaincante où et dans quelles circonstances elle avait trouvé ces objets.
La firme d'Egoman a même organisé pour un collectionneur la possibilité de faire une trouvaille par lui-même. Après avoir fouillé un tombeau ancien, le collectionneur a trouvé comme par hasard des objets anciens uniques. En réalité, c'était bien sûr des faux, que l'Egoman avait déposés dans le tombeau avant. Mais on considère comme le roi des fausses antiquités le célèbre Alceo de Senna. C'était un falsificateur de génie qui fabriquait des sculptures dites athéniennes, stylisées à l'antique, celles stylisées gothiques, aussi des sarcophages en marbre et même des statuettes anciennes de 3000 ans. Pendant plusieurs années, son atelier a approvisionné le marché en fausses antiquités. Dans des collections privées et dans des musées d'Europe et d'Amérique, on pouvait rencontrer des sculptures réalisées dans l'atelier du de Senna. On les attribuait à Donatello, à Verrocchio, à Mino da Fiesole, à Rossellino et à d'autres coryphées de l'époque de la Renaissance. En 1927, de Senna s'est dévoilé publiquement. Est-ce la peine de dire qu'on ne l'a pas cru? Les derniers incrédules ont été convaincus par un film tourné dans l'atelier du de Senna. Sous l'objectif de la caméra, le sculpteur réalisait tranquillement son dernier faux, cette fois légal, une statue antique d'une déesse. Mais souvent, une étude impartiale des trouvailles dites antiques n'est pas dans les intérêts des musées, qui ignorent les autorévélations des faussaires. On peut rencontrer le travail des faussaires non seulement dans des musées, mais aussi dans les murs des temples anciens. Par exemple, l'une des falsifications les plus scandaleuses de ces derniers temps, c'est la falsification des fresques à l'Hospice du Saint-Esprit et à l'église de Sainte-Marie dans la ville allemande de Lübeck. L'histoire de cette falsification a débuté en 1942, quand, suite au bombardement, une partie du plâtre de l'église s'est effondrée et en dessous sont apparues des peintures du XIIIe siècle. En 1948, après la guerre, on a décidé de restaurer ces fresques. L'administration de la ville a engagé en tant que restaurateur un certain Dietrich Fey. C'était un choix assez étrange, car Fey avait déjà un casier pour la falsification d'œuvres d'art. Fey, à son tour, a engagé un assistant Lothar Malskat, qui était également un grand spécialiste de faux. Après la fin des travaux, Fey et Malskat ont déclaré que dans la galerie de l'église, ils ont réussi à découvrir des peintures anciennes qui étaient cachées sous des couches plus récentes. 3 ans plus tard, une ouverture solennelle de l'église restaurée de l'hospice a coïncidé avec le 700e anniversaire de la ville. Pour marquer cet événement, on a même sorti un timbre spécial. Il aurait été possible que ces fresques soient toujours considérées comme authentiques si l'administration avait remis une distinction aux 2 spécialistes. Mais seul Dietrich Fey a été récompensé et Malskat n'a rien reçu. Il s'est vexé et a avoué en public qu'à la demande de Fey, il a décapé les fresques du XIIIe siècle et refait des nouvelles par-dessus d'après des photos conservées. Une commission spéciale a étudié les fresques et s'est prononcée sur le mensonge de Malskat. Alors le restaurateur virtuose a demandé aux membres de la commission de regarder plus attentivement les visages des saints. La commission a regardé et s'est écriée. Les saints avaient les visages de Gengis Khan, de Raspoutine, de Marlène Dietrich et même de la sœur de Malskat. Le scandale a pris l'ampleur et la commission a découvert d'autres chefs-d'œuvre des restaurateurs, en particulier des faux de fresques dans l'église de Sainte-Catherine, toujours à Lübeck. À ce sujet, on a appris que Malskat n'avait même pas gratté les anciennes fresques, mais qu'il a simplement peint les nouvelles par-dessus. Malheureusement, plus tard, on n'a pas réussi à restaurer ces anciennes peintures du XIIIe siècle.
Dans l'histoire de l'architecture, à part la falsification matérielle, on peut aussi rencontrer la falsification chronologique. Les historiens rallongent délibérément l'âge de certaines constructions anciennes de centaines d'années. Un exemple qui en témoigne, c'est la cathédrale de Cologne. Mis à part son architecture imposante, cette cathédrale est aussi célèbre grâce à une chasse spéciale dans laquelle on conserve les reliques des trois mages, ou comme on les appelle des trois rois, qui sont venus les premiers pour adorer le nouveau-né Jésus et Marie. On croit que la construction de la cathédrale a débuté en 1248. Les historiens énoncent même une date précise, le 15 août de 1248. On suppose que la construction de la cathédrale a duré plus de 300 ans pour être achevée approximativement en 1560. Dans les éditions concernant l'histoire de la cathédrale de Cologne, il est écrit qu'après le XVIe siècle, on ne faisait plus que des rénovations partielles, mais globalement son apparence n'avait presque pas changé. En vérité, cette affirmation des historiens ne correspond pas à la réalité, pour ne pas en dire plus. Ceci est un chemin de la cathédrale de Cologne publié dans une brochure que l'on peut se procurer chez les servants de cette église. Ici, on a visualisé les parties construites durant le Moyen Âge, puis au XIXe et même au XXe siècle. L'auteur de la brochure, le professeur Arnold Wolff. Ainsi, la maçonnerie la plus ancienne, selon les affirmations des historiens, réalisée durant la période de 1248 en 1560, est représentée ici comme les parties à la hachure horizontale. Les voici. C'est étonnant, mais la maçonnerie la plus ancienne ne fait qu'une petite partie du bâtiment moderne, soit à peu près la moitié de la fondation de la cathédrale. Toutes les autres maçonneries ont été faites après 1826. Il apparaît que la cathédrale que nous pouvons voir aujourd'hui a été presque entièrement construite au XIXe siècle. Et l'histoire scaligérienne veut nous persuader que nous avons affaire à une cathédrale du Moyen Âge. Comment est-ce fondé? Est-ce qu'on dispose de représentations authentiques médiévales de la cathédrale de Cologne? Dans la brochure d'Arnold Wolff, on ne montre qu'une gravure de 1836. Probablement, la construction de la cathédrale de Cologne a commencé approximativement en 1825 et s'est achevée dans les années 30 du XIXe siècle. C'est-à-dire, la construction a duré environ 10 ans. Sur la gravure de 1836, un peintre a dessiné la dernière étape de la réalisation du temple. Par la suite, la cathédrale a été plusieurs fois rénovée et même reconstruite, mais son apparence n'a quasiment pas changé. Néanmoins, un certain bâtiment très ancien se situait en effet à cet endroit avant. Sur le chemin, on peut voir que cette maçonnerie médiévale a été utilisée entre autres pour la construction de la cathédrale au XIXe siècle. La partie inférieure de la tour gauche a été construite de pierres du XIXe siècle. Dans les espaces entre ces pierres, on a calé des pierres du XIIIe, XVIe siècle. La partie supérieure de cette tour, ainsi que celle de la deuxième, ont été entièrement construites seulement au XIXe siècle. Ça veut dire que l'ancien bâtiment situé à l'endroit de la cathédrale de Cologne moderne a été démonté au XIXe siècle et son matériel a été réutilisé pour élever un nouveau bâtiment. À ce propos, il est difficile à comprendre par quels moyens les archéologues modernes arrivent à dater les parties de la maçonnerie médiévale. Comment ils savent que ces pierres-là ont été posées en 1248 et celles-ci en 1560? Il n'existe aucune preuve d'une telle datation. On ne peut exclure que ces pierres ont été posées ici au XVIIe ou même au XVIIIe siècle. D'ailleurs, on ne peut pas juger de l'âge de tel ou tel bâtiment d'après son apparence. En voyageant à travers le monde et en étudiant les sites touristiques de différents pays, on ne doit pas croire tout ce que nous racontent les guides touristiques.
Les histoires apprises par cœur qu'ils répètent jour après l'autre, souvent ne sont absolument pas fondées. Il n'y a pas de preuves documentaires. Et il est impossible de tracer l'histoire de nombreux monuments dits anciens au-delà du XVIIIe siècle de notre ère. Certains de ces monuments sont partiellement en construction même de nos jours, sous les yeux des touristes. Plus tard, les guides vont raconter aux touristes que ces murs comptent des centaines, ou peut-être même des milliers d'années, car le bâtiment a l'air si ancien. En Crimée, dans de nombreuses grottes, il y a beaucoup de pierres naturelles. Les autochtones l'ont toujours utilisée pour leurs besoins de construction. Même aujourd'hui, on peut trouver des tas de pierres préparées par quelqu'un pour des travaux de construction ou de rénovation. Ces pierres ont un aspect qui paraît très ancien. Si un jour on finit ce mur, plus tard les guides pourront le montrer aux touristes crédules comme un bâtiment du XVIe siècle, par exemple. Et ceci est une côte de la mer Morte, les ruines du site Qumran, qui est daté par les historiens du 8e, 6e siècle avant notre ère. Naturellement, les fondateurs n'ont laissé aucune plaque avec la date de fondation de cet ancien site. C'est pourquoi les archéologues et les historiens, comme toujours, ont défini par eux-mêmes l'âge des objets trouvés. Quand on étudie les ruines de près, on peut très bien voir que le ciment liant les pierres a été posé récemment. Pour une X raison, en grosse partie, il a été peint dans une couleur de terre cuite, mais par endroits, on l'a laissé tel quel. Et ces hachures soignées, réalisées au moment de la pose du ciment, apparemment, nous devons les prendre pour des anciens éclats et fentes. Peut-être les archéologues conservent quelque part les preuves irréfutables que ces bâtiments ont été réalisés plus de 10 siècles en arrière. Mais ce qui est exposé au public ressemble davantage à une décoration qu'à un ancien site. Habituellement, en arrivant dans un pays, les touristes y visitent au moins un musée. Si on n'a pas été dans un musée national historique ou archéologique, c'est comme si on n'avait pas touché à l'histoire ancienne de ce pays donné. Et dans le musée, tout est rangé dans l'ordre, tout est sous-signé. Quelques photos et voilà, on emporte avec soi un brin d'ancienneté. En même temps, peu de gens réfléchissent sur le nombre de faux conservés dans les collections archéologiques des musées de différents pays. En voici quelques exemples. À la fin du XIXe siècle, à Jérusalem est apparue une série de figurines de la culture de Moab, décorées de points et d'écritures visiblement insensées. Cette série comptait 1700 objets. Sur les conseils des spécialistes, la série a été rachetée par le gouvernement prussien pour 20 000 thalers. Mais un orientaliste français, Clermont-Ganneau, qui a travaillé durant longtemps dans la mission française à Jérusalem, a déclaré que ces figurines étaient des faux. Un scandale politique a éclaté, car la collection de la culture de Moab était devenue la perle du musée de Berlin. Mais il s'est avéré que Clermont-Ganneau avait raison. Toutes ces soi-disant antiquités ont été fabriquées par une entreprise située à Jérusalem. C'est un peintre d'icônes, un certain Selim, qui dirigeait la fabrication des fausses pièces. En 1937, un paysan, Gonon, en labourant un champ près de Brisé, a trouvé une statue de Vénus en marbre. L'avis des spécialistes a été unanime. La Vénus a été réalisée au 1er siècle d'avant notre ère. Ils divergeaient sur une seule question, s'il fallait l'attribuer à Praxitèle ou à Phidias. Gonon a obtenu 250 000 francs pour ce chef-d'œuvre antique.
En 1938, un sculpteur, Francesco Cremonese, a déclaré que c'est lui qui, 2 ans en arrière, avait enfoui dans le champ la statue de sa propre fabrication. Les preuves, ce sont des détails manquants. Le but de cette mystification, montrer de quoi elle était capable. Dans la série des faux archéologiques, une place à part est occupée par des faux de la période biblique. Comme nous en avons déjà parlé dans notre film « La Jérusalem oubliée », les historiens qui étudient les antiquités bibliques s'appuient principalement sur la science qui s'appelle l'archéologie biblique. Mais cette science est assez originale. Elle est essentiellement destinée aux recherches d'artefacts en rapport avec les événements décrits dans la Bible. Malgré le nombre très important d'objets trouvés en Israël, les historiens n'ont toujours pas trouvé de preuves irréfutables que la Judée ancienne se trouvait à cet endroit. Et que la Jérusalem moderne, c'est précisément la ville décrite dans la Bible. Les historiens ne disposaient pas de preuves incontestables que l'âge de Jérusalem compte en effet quelques milliers d'années. Au contraire, dans les guides sur Jérusalem, il est dit que les bâtiments de la vieille ville ont été construits pas plus tôt qu'au XIVe siècle de notre ère. En ce qui concerne les trouvailles bibliques sensationnelles faites sur ces territoires, elles se sont avérées souvent problématiques ou même scandaleuses. Les cours d'Israël se saisissent régulièrement d'affaires concernant des objets historiques falsifiés. Généralement, les objets suspects sont reconnus comme des faux. Cela ne se limitait pas à des falsifications retentissantes, telles que les tables de Salomon ou le suaire de Jacques. On a retrouvé un nombre de faux sceaux, de fausses pièces de monnaie, de fausses statuettes qui étaient devenues des objets d'exposition. Mais à part les faux découverts et ceux qui ne le sont pas encore, les musées du monde entier conservent également un grand nombre d'objets que les historiens appellent modestement les copies. Ces copies ont été réalisées d'après des originaux, qui toujours seraient perdus pour de diverses raisons. Les visiteurs du musée ne disposaient pas de moyens qui leur permettraient de savoir si les objets exposés dans les vitrines sont des originaux ou des copies ou carrément des faux. On est obligé de croire les historiens et les guides sur parole. Dans toutes les époques a été répandue la falsification non seulement des objets laïques, mais aussi des objets de culte. Au Moyen Âge, les gens étaient incultes, ils voyageaient très peu. On ne pouvait savoir que par l'ouï-dire, et cela dans le meilleur des cas, quelles reliques étaient conservées dans quel pays. Mais les gens étaient très religieux et ne doutaient pas de l'authenticité des objets sacrés, et les escrocs en profitaient. Ce sont des reliques en rapport avec Jésus-Christ qui suscitent les émotions les plus fortes chez les chrétiens, notamment les morceaux de la croix du Christ. On croit que les fragments de la croix avec d'autres reliques ont été ramenés par les croisés au retour de l'excursion vers Constantinople. Aujourd'hui, dans le monde entier est répandue une telle quantité de ces morceaux que si on les rassemblait, on pourrait en faire pas une, mais plusieurs croix. Depuis toujours, les gens ont particulièrement vénéré les reliques des martyrs et des saints. Depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, on connaît beaucoup de cas de guérison suite à la vénération des reliques. Malheureusement, parmi les vraies reliques se trouvaient aussi des fausses. Les escrocs n'ont jamais eu de scrupules quant à l'outrage des sentiments des croyants. Les falsificateurs ont contrefait des objets saints de toutes les religions.
Vers la fin des années 70 du siècle passé, dans un magasin d'antiquités, un archéologue français, André Lemaire, a trouvé un objet de culte qui aurait été utilisé dans le temple de Salomon à Jérusalem. C'était un fruit de grenadier sculpté en os d'éléphant. Les scientifiques ont supposé que ce grenat en os a été une pomme de sceptre d'un des anciens grands prêtres parce que l'inscription en hébreu ancien qu'il portait indiquait « Don sacré aux prêtres de la maison du Seigneur ». Les historiens ont daté cet objet du 8e siècle avant notre ère. Le grenat changeait de propriétaire jusqu'à ce qu'en 1988, il ait été acheté par le Musée d'histoire d'Israël. Cet article était considéré comme une acquisition de grande valeur, car d'après l'opinion des spécialistes, c'était le seul objet du premier temple qui est parvenu jusqu'à nous. Il est possible que ce grenat en os ait toujours été considéré comme authentique, si la police du pays et la direction des antiquités d'Israël n'avaient pas démasqué les falsificateurs des antiquités. Les chercheurs en art, durant des mois, ont méticuleusement étudié cet objet à l'aide des technologies les plus modernes et ont conclu que c'était un faux. À ce jour, la liste de divers faux de culte est bien longue et malheureusement, elle ne cesse de se rallonger. Il est bien connu que sur le territoire des anciens centres historiques d'estampage de monnaie, plus tard apparaissaient des ateliers qui frappaient des fausses monnaies répandues dans la région concernée. Aujourd'hui, on connaît des milliers de ces faux. Par exemple, au XVIe siècle, la firme d'un Italien, Giovanni Cavino, a émis sur le marché un grand nombre de fausses pièces de monnaie antiques. Une fois qu'il a été dévoilé, on a appris que dans des différents musées du monde, on exposait des séries entières de ces faux. Au XIXe siècle, en Allemagne a vécu un faussaire qui a fait 622 estampes. À l'aide de ces estampes, on frappait des faux auréus romains et des dinars. Ces faux de monnaie souillaient de nombreuses collections de musées jusqu'au début du XXe siècle. Cela fait plus de 200 ans que la science appelée la numismatique étudie les monnaies et trie des faux. Comparé aux autres sciences, la numismatique s'est formée relativement tard, à la fin du XVIIIe siècle. Vers cette époque, la chronologie de Scaliger a été déjà bien définie et mise en place. Alors il est évident que la numismatique repose entièrement sur la version traditionnelle de l'histoire et il est censé la prouver de façon documentaire. Bien que cette tâche ne soit pas toujours facile, car il est très rare que sur les pièces de monnaie il y ait la date de l'estampage. Par exemple, sur les pièces de monnaie russe, les dates apparaissent seulement à partir de 1596 et elles sont désignées non pas avec des chiffres, mais avec des lettres slaves. Et les dates sur les pièces de monnaie antiques, c'est d'autant plus un cas exceptionnel. C'est pourquoi la majorité des anciennes pièces de monnaie sont datées seulement d'après des signes indirects, tels que les personnages représentés ou l'appartenance à tel ou tel État. En 200 ans d'existence de la numismatique en tant que science, on a établi d'énormes catalogues avec des descriptifs détaillés de pièces de monnaie de différents pays et époques. Aujourd'hui, pour déterminer l'âge de chaque pièce de monnaie trouvée, les archéologues utilisent toujours ces catalogues. Ils y trouvent des pièces de monnaie ressemblantes et attribuent à la pièce trouvée le même âge que celui des pièces du catalogue. Il n'existe pas de méthode absolue de datation des pièces de monnaie. Les spécialistes affirment que dans l'histoire des monnaies, il y a eu plusieurs périodes. D'abord, en l'Antiquité, il y aurait eu un essor. Plus tard, pour une raison X, sont arrivés les siècles sombres du Moyen Âge.
Du 8e au 13e siècle, l'émission régulière des pièces en or se serait arrêtée sur le territoire de toute l'Europe occidentale. Ensuite, cette période aurait cédé la place à un essor luxuriant à la Renaissance. Néanmoins, après une riche période de l'Empire romain qui aurait duré du 1er au 6e siècle de notre ère, la stagnation de l'estampage romain de presque 600 ans paraît assez bizarre. Un autre fait laisse également perplexe. Les pièces de monnaie en or antiques ne se distinguent pratiquement pas des pièces de l'époque du XIIIe-XVIIe siècle en matière de qualité de l'estampage et de la finesse des dessins. On a l'impression que toutes les pièces de monnaie de l'Europe occidentale, dites antiques, ont été frappées après le XVe siècle de notre ère. Simplement, elles ont été renvoyées dans le lointain passé par la chronologie scaligérienne. Un autre fait témoigne en faveur de l'hypothèse que les pièces antiques ont été frappées après le XIIIe siècle de notre ère. La majorité des pièces de monnaie connues aujourd'hui dites antiques, ce sont des pièces de monnaie uniques, c'est-à-dire existant en un seul exemplaire. Mais pour un système financier de n'importe quel pays, les pièces de monnaie uniques, c'est absurde. L'argent doit être suffisamment répandu, sinon cela n'a aucun sens. La fabrication des exemplaires uniques est intéressante uniquement pour les faussaires, car la grande quantité des pièces de monnaie du même type diminue leur valeur de collection et augmente le risque que le faussaire soit découvert. Bien sûr, une pièce de monnaie unique, c'est un rêve pour n'importe quel collectionneur. Mais dans les collections privées et celles des musées, on rencontre les pièces uniques tellement souvent que l'on peut penser qu'à l'époque de l'Antiquité, on estampait des pièces de monnaie qu'en un seul exemplaire, spécialement afin de satisfaire les souhaits des collectionneurs des siècles futurs. Au lieu de reconnaître que la majorité de toutes ces monnaies dites antiques sont des faux, les historiens ont inventé une version assez originale de leur apparition. Il apparaît que dans l'Antiquité, n'importe qui avait le droit de frapper sa propre monnaie. Par exemple, les historiens affirment que le philosophe Pythagore et le moraliste Siracide auraient émis sur le marché leur propre monnaie, de plus d'après des estampes différentes. Sinon, comment expliquer que les trésors européens les plus anciens, contenant un grand nombre de pièces de monnaie du même type, sont datés par les historiens de l'époque de Charlemagne? Même selon la chronologie de Scaliger, c'est déjà le 8e, 9e siècle de notre ère. Dans l'histoire traditionnelle, le développement de l'art de l'estampage de monnaie en Europe occidentale n'est pas le seul qui paraît étrange. On constate le même tableau concernant les monnaies russes. La qualité des pièces de monnaie en or et en argent, qui seraient datées du 10e-11e siècle, est tout simplement remarquable. Le rendu des détails est impeccable, la forme est régulière, les monnaies se sont bien conservées. Les pièces de monnaie de Sviatopolk se sont conservées un peu moins bien, mais même ici, la qualité de l'estampage reste à la hauteur. Sont également très bien faites les monnaies de la période suivante de l'histoire russe, celle du règne de Yaroslav le Sage. On considère que le haut niveau de la réalisation de l'estampe fait des Srebrenik de Yaroslav le Sage un phénomène dans l'art de frappe de monnaie de toute l'Europe médiévale du XIe siècle. Dans la chronologie de Scaliger, ce phénomène apparaît et disparaît aussitôt, tel un flash, à partir de rien. La frappe des pièces de monnaie commence tout de suite sur un niveau de maîtrise très élevé. Mais où sont passées les pièces de monnaie précédentes? Les premiers essais, les pièces grossières, primitives, à partir desquelles devait évoluer la monnaie? Pour une raison inconnue, il n'y en a pas. Mais le plus étonnant, c'est qu'aussitôt après l'essor fulgurant, l'estampage s'arrête subitement. Les historiens expliquent cela par le retour de la population de la Russe en arrière, vers l'organisation primitive. Les Russes auraient renoncé aux échanges marchandises-argent et passé au troc. A commencé alors la période dite « sans monnaie » qui a duré presque 300 ans.
Au XIVe siècle, en russe, on a à nouveau commencé à frapper la monnaie, mais cette fois-ci, c'était des monnaies primitives et grossières, appelées klepanka. Toutes ces pièces de monnaie sont petites, de forme irrégulière, fabriquées à partir de bouts bâclés d'argent. Il est évident que lors de la production, on a utilisé des estampes mal réglées. L'estampe frappait le coin des lingots en y imprimant quelques lettres seulement. C'est pourquoi la qualité de l'estampage est assez primitive. C'est seulement parmi les pièces de monnaie du XVIIe siècle émises lors du règne du tsar Alexis Ier de Russie qu'on a commencé à voir à nouveau des exemplaires de bonne qualité. Et même à cette époque, il y avait encore beaucoup de monnaies d'estampage primitif qui ne se distinguaient presque pas de celles de l'époque de Dimitri IV. Malgré les diverses explications avancées par les historiens concernant l'arrêt de la frappe de monnaie, il faut croire qu'il n'y a jamais eu de période sans monnaie ni en Russie ni en Europe. En réalité, ces pièces estampillées de façon primitive, ce sont les premières pièces de monnaie. L'art de l'estampage, tout comme n'importe quel autre savoir-faire, se développait de façon régulière en atteignant les sommets seulement avec le temps. Probablement, on a commencé à frapper les pièces de monnaie russe à partir du XIVe siècle. Et même si on le faisait avant le XIVe siècle, ça ne pouvait être que des pièces de monnaie primitives. De ce point de vue, la Russe ne se distinguait pas des autres pays médiévaux. En Europe, l'estampage de monnaie en masse a également débuté vers le XIVe-XVe siècle. Il est connu que depuis toujours, les faussaires ne s'occupaient pas seulement de la fabrication des faux chefs-d'œuvre. La falsification des objets de série prospère également. Le boom de la fabrication du toc contrefait a commencé à la fin du XIXe siècle. À cette époque, le tourisme est devenu en vogue. Des foules de touristes américains ont envahi l'Europe et l'Asie. Ils rachetaient tout ce qui leur tombait sous la main. Cet engouement des Américains pour la collection d'objets a même été décrit par les écrivains O. Henry et Mark Twain. Des bourses des touristes, l'argent a coulé à flot dans les poches des escrocs en tout genre. Aujourd'hui, il est impossible de dire combien de faux de papyrus, de pièces de monnaie, de statuettes en pierre et de cruches en terre ont été vendus. Et combien de ces faux sont toujours conservés dans les collections des chercheurs d'antiquités crédules. Distinguer une vraie antiquité d'un faux n'est pas toujours à la portée non seulement des voyageurs ordinaires, mais même des spécialistes. Un jour, un spécialiste en art allemand, Julius Mayer-Greff, visitait en Égypte des sites locaux. Accompagné de son guide, il a trouvé dans les sables une statuette ancienne, comme il croyait. Au retour à l'hôtel, il a décidé de montrer sa trouvaille à un marchand, dont le magasin se trouvait à proximité. Le marchand l'a invité chez lui et lui a montré plusieurs statuettes parfaitement identiques qu'il a reçues d'un agent commercial du Caire. Il est apparu que ces statuettes ont été fabriquées en Silésie, dans une ville de Bolislavets, et que le guide qui accompagnait Mayer-Greff était connu pour se spécialiser sur ce genre de pseudo-trouvailles. Tout comme 100 ans en arrière, encore de nos jours, les autochtones des brouillards peuvent effectuer sous les yeux des touristes le vieux truc. Par exemple, déterrer au pied d'une pyramide une ancienne statuette égyptienne ou un autre objet qui se serait conservé depuis l'époque des pharaons. Puis le vendre à quelqu'un sur place, comme une trouvaille unique. Dans les années 20 du siècle passé, les objets archéologiques de ce genre ont été massivement fabriqués dans toute l'Europe et aujourd'hui, quelque part en Chine. Vous pouvez entendre des histoires semblables non seulement des visiteurs du plateau des pyramides de Gizeh, mais aussi des touristes qui ont visité par exemple Rome ou Pompéi. Les escrocs réservent un autre tour pour ceux qui ne croient pas en l'ancienneté des objets trouvés.
Le touriste incrédule, comme par hasard, peut trouver par lui-même une pièce de monnaie ancienne romaine qui se serait égarée dans un interstice entre les pierres du Colisée et y aurait attendu plus de 2000 ans. Malheureusement, aujourd'hui, dans le monde, il y a une telle quantité de faux que personne ne peut être sûr de l'ancienneté de l'acquisition. Ni le touriste qui achète pour pas cher un papyrus soi-disant authentique, ni le collectionneur qui tombe par hasard sur une pièce ancienne rare dans un petit magasin d'antiquités, ni le spécialiste en art professionnel qui achète pour un très grand musée un objet préalablement soumis à de nombreuses expertises. On peut tomber sur un faux non seulement dans un petit magasin d'un marchand arabe, mais même lors des enchères de la firme londonienne mondialement connue, Sotheby's. Aujourd'hui, il existe beaucoup de méthodes à l'aide desquelles les spécialistes déterminent l'authenticité et l'âge des monuments historiques et d'objets archéologiques. Malheureusement, aucune d'elles n'est absolue ni universelle. Il est encore plus regrettable que l'estimation de l'authenticité de ces objets se base sur des opinions vraiment subjectives des chercheurs et des experts. Souvent, ça a mené à des erreurs gravissimes, car il arrive fréquemment que les faux soient introduits dans la vie de façon discrète. Si durant la vie d'une génération le faux n'a pas été découvert, il devient avec le temps un objet authentique. Car pour les descendants, ce faux est déjà sanctifié par le temps et par l'autorité des propriétaires précédents. Aujourd'hui, le grand public n'est pas encore au courant que les faussaires ne falsifient pas seulement des sculptures, des pièces de monnaie ou des documents. On peut rencontrer des faux même parmi des monuments architecturaux et archéologiques connus. Certains d'entre eux ont même été attribués par l'UNESCO au patrimoine mondial historique. À ce sujet, regardez notre film suivant, Les trois grands faux.